Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de notre émission Passeport tibétain, une émission consacrée à la question tibétaine. Le Tibet, ce pays de 6 millions d'habitants qui connaît une situation toujours particulière du fait de l'occupation chinoise. C'est donc l'occasion pour nous de dresser un état des lieux de la situation actuelle de ce pays à la lumière de son histoire afin de mieux percevoir les enjeux politiques, spirituels et humains de cette région de l'Asie. Une émission qui a été conçue à partir du travail, de l'expérience et du parcours de nos invités que je vais vous présenter aussitôt. Tout d'abord, Patrice Mussini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président fondateur de l'association Passeport tibétain. Je précise que vous êtes marié à une femme d'origine tibétaine, Chucky, bonsoir, qui se trouve à mes côtés. À vos côtés, Patrice Mussini, Nicole Gorangier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignante et marraine d'un enfant tibétain. Nous accueillons aussi sur notre plateau Claude Levenson, bonsoir. Vous êtes écrivaine et journaliste, spécialiste de la question tibétaine, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Et enfin, Hervé Dierenberger, bonsoir. Bonsoir. Votre parcours est des plus singuliers puisque vous vous êtes converti au bouddhisme à l'issue d'un séjour en Inde. Patrice Mussini, commençons par vous, si vous le voulez bien. Il peut sembler utile de nous dresser tout d'abord un rapide tableau historique du Tibet afin de mieux saisir les réalités d'aujourd'hui. D'abord, 1949 semble être la première date importante la plus proche de nous, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Donc, les troupes d'invasion chinoises sont arrivées au Tibet dans la ferme intention de reconquérir ce territoire et de le rattacher à la mère patrie. Donc, c'était la volonté de Mao Tse-tung. Donc, le Tibet, mal préparé à cette invasion, n'a pas pu résister. Et en mai 51, le Dalai Lama a été obligé de signer des accords en 17 points qui lui laissaient une région soi-disant autonome, la région du Hutsang. Depuis lors, la résistance du peuple tibétain s'est organisée ? C'est-à-dire que les Tibétains ont accepté dans un premier temps l'occupation chinoise, tant bien que mal, mais tout a explosé en 1959 lors du premier soulèvement du peuple tibétain, le 10 mars 1959 exactement. Et depuis, la situation est inchangée. Depuis, on commémore chaque année le soulèvement du peuple tibétain, depuis 54 ans maintenant. Alors, comme je le disais il y a quelques instants, si vous maîtrisez de la sorte les réalités tibétaines d'aujourd'hui, c'est que le sujet vous mobilise depuis de nombreuses années. Vous êtes Patrice Mussini, le fondateur d'une association qui propose notamment des actions de parrainage d'enfants tibétains. On y reviendra, mais intéressons-nous en premier lieu à travers ce sujet que voici à votre situation personnelle. Vous êtes marié à une femme tibétaine, Chucky, et vous avez adopté 2 enfants tibétains. Nous avons adopté donc 2 petites filles qui s'appellent Yankee et Jigme, parce que donc déjà elles sont nos nièces, et puis que la petite était souvent malade en Inde, donc on avait pensé d'abord à adopter pour l'aider médicalement. Et puis on s'est aperçu très vite que la grande aussi voulait avoir une chance de pouvoir s'ouvrir à un avenir plus prometteur qu'en Inde. Et puis pour ça, on a dit à Patrice, pourquoi pas aider Yankee et Jimmy d'échapper de cette camp et puis venir installer ici en France. C'était un petit peu difficile aussi parce que j'avais du mal à communiquer avec les autres. J'ai appris le français en 2 mois, mais pas un petit peu à parler, comment ça se dit, bonjour. La première chose que l'on a faite, c'est de trouver une école spécialisée pour les primo-arrivants. Puisque quand elles sont arrivées, elles ne parlaient pas français du tout. Donc elles ont été déclassées d'1 année, c'est-à-dire que la plus grande a été au CM2. J'ai essayé d'être attentive, d'apprendre et tout ça. Et puis en dehors de l'école, j'avais 1 heure de français en plus. Et en 1 an, elle a dû apprendre le français. Donc ce qu'elle a très bien fait pour pouvoir être admise en 6e tout à fait normal et traditionnel. Le passé, mais aussi j'avais du mal à comprendre ce que la maîtresse me disait. Et quand je suis arrivée, on faisait des mathématiques et on apprenait à faire des chiffres. J'ai des amis aussi qui m'aidaient beaucoup à parler, des trucs comme ça. En fait, c'est la prof qui nous a demandé qui c'est qui mangeait à la cantine. Donc on a levé nos doigts et elle a demandé à moi et puis à d'autres filles
de manger avec, puis après on a parlé et tout, puis on est devenus copines comme ça. Donc on peut dire que les résultats sont tout à fait conformes aux espérances, puisque la plus grande est première de sa classe, et que la deuxième va très bien aussi dans les 10 premiers. Donc il n'y a aucun problème d'intégration. J'aime Shakira, Emma et plein d'autres encore. Des fois, ça m'arrive j'écoute des musiques tibétaines, mais aussi plus musique française, des trucs. À la télé, je regarde Star Academy. Et le soir, s'il y a des chansons, je regarde avec ma soeur. Parce qu'ils sont plus influencés par tous les trucs de Star Academy, des chansons, de toutes des bonnes choses d'ici. Mais nous, on cesse de dire, c'est pas la vie, c'est pas que ça. Mais bon, leur avenir, on leur explique que c'est elles qui vont se le fabriquer, et c'est en fonction de leur travail fourni qu'elles seront récompensées. Ils savent très bien qu'ils sont pas très loin de leur famille. On téléphone souvent leurs parents, et puis ils crient beaucoup, tout ça. On a des contacts régulièrement avec leurs parents. Ouais, j'aimerais bien retourner au Tibet ou en Inde quand je serai grande, pour aider mes familles, les Tibétains et tout ça, ceux qui restent en Inde. Voilà donc un exemple d'intégration particulièrement réussi. Alors Patrice Mussini, revenons si vous voulez bien sur les procédures d'adoption. On a coutume de dire qu'elles ne sont pas simples pour nous autres Français, mais que cela dépend aussi des pays sollicités. Qu'en a-t-il été pour vous? Non, mais je crois que ce qui n'est pas simple, c'est de trouver un enfant à adopter. Mais à partir du moment qu'on sait quel enfant on va prendre, on souhaite adopter, ça simplifie quand même les choses. Il suffit pour ça de s'adresser au ministère des Affaires étrangères, à la section d'adoption internationale. Ils vous disent de réunir certains papiers. Et dans notre cas, donc, il a fallu que les parents soient déchus de leurs droits parentaux en Inde. Ça a été fait devant le notaire, tout simplement. Et après, il suffit d'obtenir le visa d'adoption. Qu'en a-t-il été en ce qui concerne votre mariage avec Chouki? Pour le mariage avec Chouki, on a eu des facilités parce que le maire de la commune où on habitait est un grand supporter de la cause tibétaine. Donc il ne nous a absolument pas embêtés. On a pu se marier lors d'un visa touristique. On peut citer ce maire? Oui, c'est monsieur Jean-Pierre Michel. D'accord. Aujourd'hui, Chouki, quel regard portez-vous sur ce parcours d'adoption? Je trouve plutôt réussite parce que les filles se sentent très bien ici et puis plus ils travaillent bien à l'école, c'est un très réussite je pense. Et puis au fond de eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont été pas abandonnés par leurs parents, ils sont venus ici vers leur tante et puis ils savent que les parents ils ont dit oui parce que les parents ils ont voyé l'avenir mieux ici que rester en Inde. Est-ce que vous pensez que vos origines tibétaines ont pu aider, accélérer ou non dans le processus d'adoption? Oh, pas tellement, parce qu'en France, l'adoption tibétaine, normalement, ils disaient ça n'existe pas à travers le MAI, c'est ça? Parce que le pays Tibet lui-même n'est pas reconnu. Oui, ça ne nous aide pas, c'est contraire, c'est plus difficile. Mais nous, on n'a battu jusqu'au bout. On a réussi et puis on est contente pour ça. Combien d'années Ah non, ça a été quand même relativement rapide. On a eu l'agrément d'adoption en décembre et les filles sont arrivées en août, 8 mois après. Et je suis resté qu'une semaine en Inde pour obtenir le visa. D'accord. Mais on a eu la faveur des dieux, bien sûr. Nous-mêmes, on est allés, tous les deux, on est allés en Inde pour avoir tous les papiers. Alors, quel regard vos filles portent sur la cause tibétaine que vous défendez? Est-ce que vous souhaitez leur transmettre un jour le flambeau? Déjà, ce qu'on souhaite, c'est qu'elles continuent à parler leur langue maternelle, qui est le tibétain. Et je crois que c'est des enfants qui sont tout à fait responsables. Et elles souhaitent un avenir prometteur pour leur pays. Elles espèrent. Mais bon, c'est des enfants, on leur laisse vivre leur enfance tranquillement. Hervé Direnberger, je me tourne à présent vers vous. Vous êtes aussi un militant totalement acquis à la cause tibétaine. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui, un beau jour, vous a conduit à épouser entièrement cette cause? Je crois que d'abord, c'est la découverte d'un pays, en particulier d'une montagne. J'ai eu la chance de pouvoir grimper dans le Khumbu.
Et quand on grimpe... l'Himalaya, n'est-ce pas? Oui, donc une partie de l'Himalaya. Mhm. Quand on grimpe dans ces régions-là, on grimpe avec des gens qui, en l'occurrence, sont des Sherpas, qui sont bouddhistes. Et puis, on ne peut pas rester insensible à leur façon d'appréhender la vie. Et je crois qu'en revenant de ce voyage, effectivement, je me suis mis à travailler et puis à prendre un chemin de traverse. Claude Levenson, vous êtes écrivaine et journaliste, spécialiste du Tibet, je le rappelle. Que vous inspirent les destinées de la famille Mussini d'une part et d'Hervé Dierenberger d'autre part? Je trouve que c'est très encourageant et très intéressant parce que d'abord ce sont des choix personnels, ce sont des choix raisonnés et ce sont des choix qui sortent un peu de notre ordinaire, mais ce sont des choix qui laissent bien augurer pour l'avenir, car très souvent on se dit, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, écouter la parole bouddhiste, prendre le chemin des montagnes, réfléchir à ses propres responsabilités, je crois que c'est de bon augure pour l'avenir. Épouser aussi quelque part le message de non-violence et de sagesse que véhicule le Dalai Lama? Je crois que notre monde en a bien besoin, et s'il écoutait un peu plus la parole qui vient de la nuit des temps, pourrait-on dire, la parole du Bouddha, c'est quand même 2 millénaires et demi, ça remonte à loin, et pour qu'une parole pareille vive et reste vivante aujourd'hui, même dans notre monde, c'est que c'est peut-être une parole de vérité. Je ne dis pas qu'elle convient à tout le monde, mais elle peut convenir à certains. Et je pense que notre monde s'en porterait peut-être un tout petit peu mieux si on savait véritablement l'écouter et surtout la mettre en pratique. Elle convient en tout cas à nos invités d'aujourd'hui. C'est dans ce contexte, Patrice Mussini, finalement, de mise en cohérence de vos actes avec vos engagements politiques et humains et tout simplement de famille que vous avez créé en 98 à Essert, près de Belfort, Passeport tibétain. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels ont été les facteurs qui ont provoqué la naissance de cette association? C'est déjà le fait de dire je veux essayer de faire quelque chose. On ne peut pas ne rien faire, c'est impossible. Aussi difficile est le combat, il faut le mener. Donc, et dans l'Est de la France, il y avait très peu d'associations, donc il y avait un besoin de motiver les gens autour de nous, d'en parler, puisque notre devoir c'est de parler de la cause du Tibet, pour la faire connaître et pour la faire surtout comprendre, faire preuve de cette volonté de changer les choses au Tibet, de faire reconnaître le gouvernement tibétain en exil à nos hommes politiques, en commençant par les maires, les députés, si possible les ministres. Plus difficile à atteindre. C'est ça le sens aujourd'hui de votre combat. Oui, tant qu'il y a un petit espoir, il faut le faire, quoi. Et donc c'est d'où la part importante du militantisme dans votre association. Oui, tout à fait. Oui, il faut être présent aussi dans les manifestations nationales, internationales. Il ne faut pas hésiter à faire des kilomètres, il faut se montrer. C'est utile. C'est finalement le combat associatif au niveau local. Vous espérez lui donner la plus grande résonance possible au niveau national, voire international, alors que vous le menez ici au niveau local. Mais déjà, rien que dans notre région, on voit les progrès que l'association a fait. Chaque jour que je trouve un bulletin d'adhésion avec un chèque d'adhésion, je suis heureux. Je dis, on ne fait pas ça pour rien. À l'heure actuelle, nous sommes 200 à peu près adhérents, avec de nombreuses personnes qui renouvellent d'année en année. Donc c'est qu'ils nous rejoignent dans notre combat. D'accord, donc nous allons voir dans quelques instants les principales actions de votre association depuis 98. Elles sont nombreuses. On parlera après du parrainage d'enfants. Nous allons tout de suite voir à travers ce nouveau sujet quelques exemples de ces actions concrètes menées par votre association depuis 1998, tant sur place qu'ici en France. Alors la cause tibétaine, en fait, j'étais sensible depuis quelques années quand même. Et puis l'an passé, au mois de mai, j'étais en résidence sur la ville d'Héricourt. Et là, j'ai rencontré des gens qui faisaient partie de l'association Passeport tibétain et qui m'ont présenté le président Patrice Mussini. Donc je suis le président fondateur de l'association Passeport tibétain qui a été créée en novembre 1998. Donc le but essentiel de cette association est de préserver la culture tibétaine,
de dénoncer le génocide qui s'y passe et d'aider les Tibétains en exil. Car finalement, peu de nos concitoyens connaissent cette situation et connaissent les revendications exactes des Tibétains. On a discuté, on a parlé un petit peu des actions qui menaient par rapport au Tibet. Il y a à peu près 45 enfants et familles de parrainés. Donc chacun verse 30 € par mois. Et l'association les reverse 2 fois par an, donc dans les camps d'enfants ou dans les familles directement. Donc Patrice m'a dit, il serait plus intéressant que tu ailles directement faire des spectacles sur les régions où il y a des camps de réfugiés tibétains. Donc il y a eu 4 spectacles en tout. Donc en moyenne, il y avait 3 heures de jeep pour aller d'un camp à l'autre. Donc évidemment, le clown, il ne connaissait pas, il ne connaissait même pas le nom. Donc encore moins l'aspect. Et en fin de compte, ça s'est très très bien passé. Les enfants ont réagi tout de suite au quart de tour, dans la première seconde où je suis apparu. Et c'était du bonheur, c'était vraiment du bonheur. Il y a aussi une autre action qui est en cours d'aboutir, c'est donc la création d'un cabinet dentaire. Un cabinet dentaire qui est sur place en Inde, à Bangalore, ça nous a coûté 8 000 €. Ce qui est raisonnable, hein, avec un siège, des appareillages. Et là, on s'engage bientôt à le faire fonctionner, c'est-à-dire à payer le praticien, ainsi que tous les soins. L'association participe à plusieurs actions, notamment les actions politiques. Les manifestations à Paris permettent de se retrouver et puis de discuter ensemble. On a des petits groupes de travail qui se déplacent lors des manifestations ou qui travaillent sur des actions, notamment auprès des députés, des ministres même. Ça peut aller même jusqu'au présidentiel. Chaque fois qu'il a voulu engager des actions d'information, de saisie des parlementaires, eh bien, je lui ai donné toute une série de noms, d'adresses auxquelles il pouvait s'adresser à l'intérieur de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou même du Parlement européen. Et puis, bien entendu, la ville d'Héricourt a mis à certaines périodes le drapeau tibétain sur la mairie. Oui, c'est toujours bien de se retrouver avec des gens qui partagent la même cause, les mêmes volontés, etc. Oui, disons que c'est plus du caractère social qui est intéressant aussi. J'ai toujours pensé, j'ai toujours été contre, je dirais, toutes les discriminations, tout ce qui peut ressembler à la privation de liberté, et pour des individus et pour un peuple. Pour l'association, je peux lui souhaiter de grossir encore un peu plus d'adhérents. Et puis, oui, c'est un peu plus d'action et puis un peu plus de médias sur toutes les manifestations qu'on a fait. Je leur souhaite que un jour leur association n'ait plus de raison d'être. Sinon, pour dire que le Tibet a enfin une situation, je dirais, au moins de respect du territoire, de respect des coutumes. Alors, aux côtés de toutes ces actions qu'on vient de voir, l'autre volet important de passeport tibétain, c'est bien sûr le parrainage d'enfants. Nicole Grangier, un mot sur ce parrainage. Comment cela se passe? Vous avez vous-même adopté un enfant tibétain, je crois. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu? Alors bon, on peut parler davantage de parrainage que d'adoption. Je dirais un petit peu comme Hervé Dierenberger que c'est parti de la rencontre avec un pays, à travers des treks au Ladakh, au Spiti. Et puis aussi le fait d'être passé en Chine et d'avoir visité des monastères comme le monastère de la Brang, où j'ai vu, disons, des scènes de mépris ordinaire de la part des Chinois vis-à-vis des Tibétains. C'est vrai que je suis rentrée très motivée par le Tibet et je m'étais dit que le prochain parrainage que je ferais serait tibétain. Voilà. D'accord, comme un coup de cœur un petit peu, quelque part. Oui, une rencontre avec un peuple et une sympathie. Avec aussi une sensibilisation, vous avez été, j'imagine, très soucieuse de l'enjeu éducatif de ce type de démarche, quoi. Peut-être que dans le processus de résistance globale du peuple tibétain à la tentative à ce génocide culturel et linguistique, on ne peut pas ne pas être insensible. Oui, et puis bon, je crois que l'éducation, c'est quand même donner une chance peut-être à un enfant
je dirais, de s'en sortir. Dans un pays comme l'Inde, les enfants sans éducation sont quand même, ont un avenir extrêmement limité. Mais c'est du reste pour donner aussi une chance aux enfants de s'en sortir, qu'ont été créés, je crois, les villages d'enfants tibétains, en anglais Tibetan Children Village, les TCV, n'est-ce pas? Oui, c'est même surtout pour préserver la culture tibétaine. C'est à l'initiative du Dalai Lama qui a dit qu'il ne faut surtout pas se perdre dans la masse de l'Inde. Il faut qu'on continue à enseigner notre culture et notre langue et notre religion également. Je crois, Madame Grangier, que vous avez visité l'un de ces villages? Oui, alors cette année d'ailleurs, avec Patrice, nous sommes allés à Dharamsala où on a eu l'occasion donc de visiter l'école où se trouvaient les enfants. Ce qui a permis donc, c'était le moment des vacances, mais de voir les enfants orphelins prise en charge dans cette école, puis également d'avoir une rencontre avec l'enfant parrainé et ses parents. Hervé Dierenberger, vous êtes l'un des piliers du militantisme politique au sein de Passeport Tibétain. Concrètement, de quelle façon? Je crois qu'il y avait d'abord une urgence. Le combat du peuple tibétain, ce n'est que le reflet d'enjeux qui le dépassent, des enjeux stratégiques pour la Chine et pour l'Inde, des enjeux économiques qui fait que ce peuple isolé, si on n'a pas de relais en Occident, je crains qu'il ait d'énormes difficultés à voir l'avenir proche. Donc, les actions, c'est celles qu'a décrit Patrice, c'est participer aux manifestations, c'est sensibiliser notre entourage, c'est sensibiliser les politiques, c'est tout ce type d'actions qu'on mène au sein de l'association. Claude Levenson, vous qui êtes aussi particulièrement engagé sur la cause tibétaine, est-ce que vous jugez qu'il y avait complémentarité entre les petites ONG locales comme Passeport Tibétain et les plus grandes internationales comme Amnesty International? Est-ce qu'elles peuvent se retrouver au sein d'un collectif? Bien sûr, chaque ONG à sa manière fonctionne et fait quelque chose pour la cause tibétaine. Mais s'il n'y a pas de relais à la base, je dirais, les grandes organisations, les grandes ONG, elles ne peuvent pas faire grand-chose non plus. Donc, il faut que les choses soient répercutées, qu'il y ait un réseau qui fonctionne à tous les niveaux, mais que chacun sache exactement ce qu'il fait et comme il le fait et pourquoi il le fait. Donc, c'est simplement des relais qui passent de bas en haut et de haut en bas et qui peuvent permettre de faire entendre la voix d'un peuple bâillonné. En l'occurrence, les Tibétains n'ont pas voix au chapitre pour des raisons politiques évidentes dans les grandes instances internationales jusqu'à l'ONU. Comment expliquer ce silence de l'ONU ces dernières années? Par une raison extrêmement simple qui est une évidence, c'est que la Chine de Pékin fait aujourd'hui partie des 5 intouchables, du gang des 5, comme on dit parfois dans les coulisses de l'ONU, c'est-à-dire les grandes puissances qui ont un droit de veto, qui sont les membres permanents du Conseil de sécurité et qui, d'une simple décision, peuvent arrêter toute discussion sur n'importe quel problème. On en a l'illustration, malheureusement, à répétition chaque année à la Commission des droits de l'homme. Ça a été encore une fois le cas cette année, où les États-Unis, de retour dans la Commission des droits de l'homme, avaient décidé de présenter une résolution, non pas condamnant, on ne condamne jamais, mais simplement rappelant à l'ordre, disant que le régime de Pékin devrait quand même respecter un minimum de droits des hommes, de l'homme, et surtout la résolution proposée par les États-Unis envisageait de mettre l'accent sur le Tibet et le Xinjiang, c'était le Turkestan chinois. Et il a suffi que le représentant de Pékin lève la main et dise attention, point d'ordre, motion de non-action. C'est simplement une procédure qui permet dans les commissions de l'ONU de mettre aux voix une proposition qui stoppe carrément toute discussion. La Commission des droits de l'homme est en fait
comme elle l'est de représentants des gouvernements. Le rapport des forces y étant en faveur des pays dictatoriaux et des régimes liberticides, eh bien, la Chine a eu gain de cause avec l'appui spontané de tous les régimes militaires d'Afrique, de Cuba, de la Russie. On n'a pas parlé de la Tchétchénie, donc c'est donnant-donnant. Et les droits de l'homme, en l'occurrence, à la trappe, ce n'est pas du tout cela qui importe. Dans ce contexte-là, et ce sera le mot de la fin, peu de raison d'être optimiste. Hein, mais si, on reste optimiste, parce que si on ne se bat pas, qui se battra? Et si nous ne brûlons pas, qui brûlera pour éclairer les ténèbres? C'est la parole d'un poète turc. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie tous les 5 de votre participation à cette émission qui touche donc à son terme en espérant qu'elle vous aura éclairé sur la situation dans laquelle se trouve le Tibet. Et je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Claude Levenson, Ainsi parle le Dalai Lama, publié en octobre 2003 chez Ballant. Bonne soirée à tous.